Donc, je vous souhaite donc la bienvenue à ce 8e et dernier webinaire de ce cycle. Et il sera consacré ce matin à la question de méthanisation et de réseau de gaz et de production de chaleur renouvelable. Pour introduire donc ce dernier webinaire, je vais laisser nos élus référents de ce webinaire intervenir et introduire. Donc, parmi les élus référents, nous avons bien sûr Raymond Charbonnier, président du CIDELA, mais qui ne peut pas se joindre à nous. Nous avons Jean-Pierre Bellay, qui est vice-président du CIDELA Pays d'Ancenis, maire de Joué-sur-Erdre, qui va faire la présentation. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Et puis, je finis de présenter Philippe Caillon, qui nous rejoindra et qui est vice-président du CIDELA Région de Blain, adjoint de Blain. Voilà. Eh bien, les présentations étant faites côté élu, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Bellay qui va nous introduire donc ce webinaire. Merci par avance d'activer votre micro, Jean-Pierre. Bonjour à tous. La transition énergétique, ça veut dire, entre autres, la fin de la consommation d'énergie fossile importée et maîtrise de gaz à effet de serre. Ça veut dire donc, théoriquement, la fin de nos consommations de pétrole, de gaz et de charbon. Pour y parvenir, il faut commencer par réduire les consommations d'énergie en rénovant et en changeant nos habitudes de consommation. Ensuite, l'action territoriale la plus simple et visible à mettre en œuvre pour contribuer à la transition et le développement des moyens de production d'énergie renouvelable. Néanmoins, le sujet est vaste et complexe entre les productions de chaleur, de gaz, d'électricité et demain d'hydrogène. Binaire. Et l'énergie électrique étant utilisable par tous nos usages, dans tous nos usages, chauffage, mobilité, tant que la question de sa production. Pour le gaz et la chaleur renouvelable, c'est un peu moins vrai parce que le gaz sert souvent à produire de la chaleur et du coup, le gaz présente une forme de concurrence avec les solutions de chaleur renouvelable comme une chaudière bois par exemple. Quelle énergie pour quel usage devient vraiment une question majeure quand on parle gaz et chaleur renouvelable. Concernant la méthanisation, c'est un sujet sensible pour nos concitoyens et nous élus. Comme toute production d'énergie qui rentre dans notre quotidien, dans notre voisinage, elle suscite légitimement beaucoup de questions, voire parfois des inquiétudes. Sous certaines conditions, néanmoins, la méthanisation peut présenter un complément intéressant de l'activité de nos agriculteurs, mais aussi du territoire, et cela peut introduire une vraie dynamique locale plutôt vertueuse. Je vais maintenant laisser la parole à la transition énergétique, avec au CIDELA un bras armé qui est la SEM-CIDELA pour cet enjeu de territoire. Merci. Merci Jean-Pierre pour cette introduction au sujet. Donc, un petit rappel. Donc, ce webinaire, il est conçu pour vous, élus locaux et techniciens des collectivités. Vous avez le rappel des différents sujets que nous avons traités dans cette configuration de webinaire. Vous pourrez les retrouver. On vous indiquera le chemin à suivre. Bien. Donc, nous avons trois parties. Ah oui, alors avant, bien sûr, je vous présente les différents intervenants. Alors, François Oran, responsable développement exploitation SEM-CIDELA Énergie 44. Malheureusement, pour lui, il est souffrant, donc il sera brillamment remplacé par Cédric Garnier, qui tâchera donc d'être évidemment à la hauteur, et je n'en doute pas, sur la question de la méthanisation notamment. Donc voilà, ce préambule étant fait, alors je présente les autres intervenants. Donc Gauthier Moreau, qui est responsable concession innovation au CIDELA, qui nous présentera donc les aspects introductifs et les aspects réseau de gaz également. Cédric Garnier, donc, qui est chargé de mission chaleur renouvelable au CIDELA, donc, dont c'est la spécialité, la chaleur renouvelable, et puis moi-même qui suis animatrice dévouée pour ce cycle de webinaire. Bien, donc ce webinaire, il est articulé en trois parties. Il est composé de trois parties. Une partie plutôt introductive,
qui va replacer donc les enjeux, la place de la chaleur renouvelable et du gaz dans les objectifs énergie-climat. En deuxième temps, donc un temps plutôt consacré à la question de la chaleur renouvelable, avec un angle de vue atout versus contrainte, des exemples de projets et bien sûr un temps d'échange sur cette question. Et puis en dernier lieu, les aspects méthanisation et évolution des dessertes des réseaux gaz. Bien, donc je continue. Alors, vous m'excuserez un par avance, du coup, je n'aurai pas forcément réponse à toutes les questions pour parler de ce sujet de méthanisation. Alors, la méthanisation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus naturel, biologique, qui est en fait la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. Donc, c'est une fermentation qui se produit naturellement. Ce qui produit naturellement dans des zones marécageuses, dans des tourbières, dans des rizières ou par les effluents d'élevage. Ou la petite photo que vous avez à droite des feux follets, typiquement, c'est de la production de gaz qui est d'origine naturelle. Cette fermentation, elle peut aussi être issue de processus dits anthropiques, donc de nos activités, que sont la fermentation de déchets ménagers, la fermentation de boues de stations d'épuration, ou la fermentation d'effluents d'élevage qui sont, dans le cadre des exploitations agricoles, le lot commun. Donc c'est bien un processus biologique qui est naturel et qui aujourd'hui qui aujourd'hui produit du méthane, donc du CH4, dans l'atmosphère de manière naturelle et depuis le début des temps. Le biogaz, qu'on appelle le biogaz, ce n'est pas le méthane, c'est bien ce mélange de CH4 et de CO2 qui est produit par ce processus naturel. Le méthane, c'est la molécule de CH4, c'est ce qu'on retrouve dans le réseau de gaz naturel. C'est ce qu'on appelle communément le gaz de ville. Et donc, à bien distinguer du biogaz, ce biogaz, c'est ce mélange de CH4 et de CO2 qui, lui, est issu de ce processus de fermentation et qui a une répartition à peu près 60-40 dans le cadre des installations de méthanisation. Alors, la combustion du méthane, en fait, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de produire de la chaleur, de l'eau et du CO2. L'intérêt, en fait, c'est quoi? C'est que la molécule de CH4 qui s'échappe de ce processus biologique, en fait, a ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement global, donc un impact sur l'effet de serre qui est 28 fois supérieur à la molécule de CO2. Donc, quand le méthane, on va le brûler pour produire de la chaleur ou, in fine, du gaz, en fait, ça nous permet en fait, de réduire l'impact sur les gaz à effet de serre puisqu'on n'émet que des molécules de CO2. Donc, quand ce méthane il est produit à partir d'une source d'origine renouvelable, on parle de biométhane, et sinon, le méthane, c'est la molécule de gaz naturel que l'on a dans nos réseaux. Donc, le principe de base pour lutter contre le réchauffement climatique lié à ces émissions de méthane, qui est, je crois, de l'ordre de 20% à peu près des émissions au niveau mondial, enfin de l'impact sur les gaz à effet de serre, c'est tout d'abord de diminuer la source de matière organique qui n'est pas utile. Donc là, on parle typiquement de lutter contre le gaspillage alimentaire, éviter que des matières organiques se retrouvent en fermentation, par exemple dans des centres d'enfouissement techniques, et donc qui vont produire et générer ce CH4. Donc diminuer à l'origine, collecter les sources de matière organique qui se décomposent pour le capter. Un centre d'enfouissement a changé à côté de Laval, c'est ce qu'ils font. Ils ont des puits qui permettent de capter le méthane et le valorisent directement dans un réseau de chaleur sur la ville de Laval. Et donc, ce qu'on disait, c'est de le brûler pour utiliser cette chaleur et le transformer en CO2, donc ce qui a permis de réduire l'impact gaz à effet de serre. Donc, la filière méthanisation, elle répond bien pleinement à ces trois enjeux, à la fois lutter contre le gaspillage alimentaire, et là, on ne parle pas que au niveau de l'assiette, mais aussi sur toute la chaîne de la production alimentaire. Et puis éviter les émissions de CH4 et de l'impact sur les gaz à effet de serre. Alors le principe de la méthanisation, vous avez un schéma qui permet de voir en fait l'ensemble de la boucle. Alors là, je vais parler de production de biogaz. On n'est pas sur des typologies de projets en cogénération. Là, on produit du biogaz. Donc, vous avez votre unité de méthanisation au centre, composée de différents organes, qui vont accueillir ce qu'on appelle des substrats. Donc, c'est ce que vous allez mettre dans votre digesteur, dans votre unité de méthanisation. On va en reparler tout à l'heure. Ces substrats, ils ont différentes origines, soit de collectivités, d'industriels ou agricoles. On va donc avoir une production de biogaz. Ce biogaz, on le disait, c'est un mélange de CH4 et de CO2. On va commencer par l'épurer pour en faire du biométhane, c'est-à-dire qu'on va capter uniquement la partie CH4, donc produite à partir de substrats organiques, pour le mettre dans le réseau de gaz naturel. Donc là, je suis sur la flèche du haut. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ce réseau de gaz naturel, aujourd'hui, c'est ce qui permet d'alimenter
les réseaux de gaz naturel véhicules, les collectivités globalement, ce que l'on a parlé tout à l'heure sur la partie chaleur, c'est-à-dire l'ensemble du chauffage, des besoins de chauffage, etc. Sur la partie sur l'unité de méthanisation, vous n'avez pas évidemment qu'une production de gaz, vous avez un processus biologique qui vous donne un résidu qu'on appelle le digestat, donc la matière organique, le résidu de la matière organique qui a fermenté, qui s'appelle donc du digestat. Ce digestat, en fait, il va avoir une valorisation agricole. Cette valorisation agricole, désolé, j'ai oublié de passer les différentes étapes. Cette production de digestat, en fait, va avoir un intérêt puisqu'elle va permettre d'apporter de la fertilisation au sol à la place d'engrais minéraux. Donc, des engrais minéraux, j'entends par là des engrais qui sont notamment azotés, qui sont produits par la filière industrielle à partir de gaz naturel. Et là, on va plutôt aller sur de la fertilisation organique, donc à partir du digestat. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est d'avoir aussi une boucle vertueuse sur cette partie en bas de schéma, puisque en substituant une partie des engrais, on a aussi un moindre impact sur ces consommations d'énergie globalement et l'impact à effet de serre. Et en plus, on valorise finalement des déchets des effluents qui étaient des déchets des collectivités, des industriels ou globalement de notre chaîne d'alimentation. Donc, différents impacts bénéfiques. On travaille en lien évidemment avec la mobilité et le chauffage, puisqu'on produit des molécules de CH4 qui sont entre guillemets d'origine renouvelable. On réduit les émissions de gaz à effet de serre et on a d'autres vertus qui sont aussi liées au maintien de l'activité agricole, puisqu'on apporte une ressource de revenus, en tout cas on consolide certains modèles agricoles, on y reviendra tout à l'heure. On a de la création d'emplois locaux. Donc voilà, c'est une filière énergétique qui est bien au cœur de différents enjeux qui sont divers et variés. À la fois, on a la notion de déchets, de gestion de déchets, de valorisation, la notion de production d'énergie renouvelable et la notion aussi de modèle agricole. Alors, si on fait quelques focus sur la partie déjà en intrants, ce qu'on appelle les intrants, donc ce qu'on va mettre dans le digesteur d'une méthanisation. On peut mettre plein de choses en fait. On va faire ce qu'on appelle une ration, c'est-à-dire qu'on va mettre différentes matières organiques. Ces matières organiques n'étant pas toutes aussi opportunes dans un méthaniseur. On va faire pour cela, on va mesurer leur pouvoir méthanogène, c'est-à-dire la quantité de CH4 qu'on va pouvoir produire à partir de ces différents intrants. Vous avez là 4 grandes catégories. Vous avez tout ce qui est lié aux effluents, donc les déjections animales, qui sont les matières les plus abondantes sur nos territoires, mais qui ne sont pas les plus productrices, entre guillemets, de CH4. Ensuite, on a des résidus de culture qui, là, pour le coup, sont beaucoup plus performantes en termes de production de méthane. Vous avez ensuite des déchets des industries agroalimentaires. Donc là, on parle de déchets de brasserie, on parle de boue, on parle de graisse, etc. Et vous avez aussi des déchets de collectivité. Donc là-dessus, on parle aussi de graisse usagée, par exemple, liées aux cantines. On parle aussi de pelouse, de graisse de station d'épuration. Donc ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'on a différentes ressources de différents secteurs d'activité, y compris les collectivités. Et l'idée maintenant est d'avoir un mix de ces différentes ressources pour pouvoir produire du méthane dans notre unité de méthanisation. Alors, évidemment, la question de l'origine des intrants est souvent aussi à l'origine des débats sur la méthanisation. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que globalement, dans ce qui rentre dans les méthaniseurs, on est à 85% agricole et 15% non agricole. Donc, si je fais le lien avec les barres d'avant, c'est le non agricole étant les déchets justement de stations d'épuration, d'industries agroalimentaires, etc. Donc, vous avez sur le camembert du Haut la répartition de ces 15%, et on voit que les deux grands blocs, on va dire, sont liés aux déchets verts ou sont liés aux déchets des industries agroalimentaires, qui ont un pouvoir méthanogène très important, c'est pour ça qu'elles sont forcément très recherchées. Sur la partie du bas, vous avez ce que l'on retrouve dans la partie agricole, et là, on a très majoritairement du fumier et derrière du lisier, donc des effluents directs d'élevage des exploitants. Pour illustrer un peu ces propos, en fait, on dispose aujourd'hui de différents outils cartographiques qui permettent d'avoir une vision à peu près précise, assez précise de ces origines, de ces intrants. Vous avez là 2 exemples de suivi de ces disponibilités avec les gisements. Donc, ce qu'on appelle le gisement, c'est cartographier où on peut trouver de la matière et en quelle quantité. Donc là, vous avez typiquement 2 cartes qui peuvent se superposer, qui sont les gisements disponibles au niveau agricole et les gisements de biodéchets au niveau non agricole. L'intérêt étant finalement de voir dans quel secteur on peut couper ces 2 types de gisements, à la fois du gisement agricole avec des effluents d'élevage
Et aussi, par exemple, un industriel qui a des graisses ou autres qui peuvent être valorisées dans la méthanisation, ou une station d'épuration, par exemple. Alors ensuite, si on parle de typologie d'installation, là on a vu un peu la théorie de ce qu'on peut mettre dans un digesteur pour produire du biogaz. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut trouver comme typologie. On a finalement beaucoup de tailles de projets différentes. On les regroupe souvent sous 3 catégories. Celle du haut, qui est la plus petite en taille, en volume, en production, c'est ce qu'on appelle la méthanisation à la ferme. Là, on parle d'une installation qui est dédiée à 1-2 exploitations, un GAEC, enfin voilà, quelques exploitants agricoles. Là, on parle d'une valorisation qui est souvent inférieure à 10 000 tonnes d'effluents par an, et on produit entre 20 et 50 gigawattheures par an. Alors, 50 gigawattheures, donc 50 millions de kilowattheures par an, pour illustrer. On a à l'inverse, tout en bas, les installations qui sont dans des gros projets collectifs industriels, qui là sont l'équivalent de plusieurs dizaines d'exploitations, parfois une centaine, et qui là on parle de 20-50 000 tonnes par an. Et on va produire jusqu'à, en cas de production de biométhane, 150 normomètres cubes heure par, 150 normomètres cubes par heure, et ça, 7500 à 8000 heures par an. Donc, pour traduire ça, entre ces deux aussi, vous avez la taille intermédiaire, qui est la méthanisation petit collectif. Là, vous avez une dizaine d'exploitants, et on est sur donc la taille intermédiaire de production, et on va produire entre 50 et 100 normomètres cubes heure, ou un peu plus. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, quand je parle de normomètres cubes heure, si je prends 100 normomètres cubes heure, donc supposons une installation qui produit ça en débit, j'allais dire nominal, elle va le produire 7500, 8000 heures par an. Et ça veut dire qu'en une heure, elle produit l'équivalent de 140 kg de charbon, de 85 litres de fuel, en gros, ce qu'on consomme pour 1400 km de voiture. Donc ça vous donne un peu un ratio de qu'est-ce qu'une unité, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, peut produire en valeur énergétique par rapport à ce qu'on met dans une voiture ou en contenu énergétique du charbon ou du gaz. Aujourd'hui, les projets de méthanisation qu'on constate sur le territoire, il y a beaucoup de données qui sont issues soit des organismes publics, ADEME ou l'État, et des données aussi des gestionnaires de réseau qui permettent de suivre en fait l'évolution des installations qui se développent sur notre territoire. Aujourd'hui, la grande majorité des installations sont agricoles. Donc c'est ce que vous avez sur la carte en couleur un peu vert foncé. Là, c'est ce que l'on a beaucoup dans notre région du Carman Ouest. On est une terre de bocage, on est une terre d'élevage. C'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'Est. Donc, ce sont des méthanisations à partir principalement d'effluents d'élevage et portés par les agriculteurs. À côté de ça, vous avez quelques installations qui sont industrielles, donc adossées à des industries agroalimentaires, sur des installations de stockage de déchets non dangereux, quelques installations sur des déchets ménagers ou des stations d'épuration. Mais donc, retenez, la grande majorité reste quand même, ça se voit les différentes couleurs sur la carte, ça reste des exploitations agricoles qui produisent aujourd'hui du biométhane. Si on fait un focus sur notre département, on a aujourd'hui une douzaine d'installations en fonctionnement, on en a un peu moins en cours d'instruction et de construction. Alors, la partie construction, tout le monde voit ce que c'est. La partie instruction, en fait, ce sont des projets sur lesquels il y a eu des dépôts d'autorisation environnementale, de permis de construire, de subventions. Enfin, en tout cas, c'est des projets qui sont matures d'un point de vue technique, qui attendent en fait des validations pour passer en phase de construction. Alors, quels bénéfices, quels risques liés à la méthanisation? Un projet de méthanisation est complexe dans son étude parce que ça touche à différents sujets. La première étape, j'allais dire, ce qui découle naturellement, c'est la question de l'approvisionnement. Je montrais tout à l'heure des cartes de gisement. En fait, effectivement, aujourd'hui, on réfléchit une unité de méthanisation déjà en cherchant à se mettre au bon endroit pour avoir les bonnes matières. Donc, la première étape, c'est ça, c'est de réfléchir à comment on va fournir nos intrants dans l'unité de méthanisation. Avec qui, sous quelles conditions, à quelle distance, etc. Le deuxième point, c'est qu'on va parler de l'évolution des systèmes agricoles, puisqu'effectivement, en fonction de l'évolution des projets de méthanisation, on influence aussi les systèmes agricoles dans le sens où on peut les faire, on va en parler tout à l'heure, aller sur des modèles qui sont plus ou moins ce qu'on appelle intensifs, donc avec des élevages en bâtiment plutôt qu'en pâturage, etc. La question ensuite de la qualité du digestat, puisqu'on l'a vu, on peut mettre différentes matières dans un digesteur d'unité de méthanisation. Évidemment, ce que l'on va mettre en intrant va avoir une influence sur le digestat dans ce qu'il en sort, et donc la qualité du digestat est aussi
importante dans le sens où c'est une matière qui va avoir un retour au sol et donc il faut aussi maîtriser ce que l'on ramène sur les sols en termes de qualité par rapport à l'azote, au phosphore ou à la potasse. Et enfin, il y a un point qui est essentiel aujourd'hui, c'est aussi l'intégration de ces projets de méthanisation par rapport à leur contexte local, c'est-à-dire par rapport aux riverains, à la collectivité. Donc, c'est différents points qu'on va aborder maintenant. Premier point concernant l'approvisionnement des unités. Donc, on l'a vu, on peut mettre différents intrants dans une unité de méthanisation. Le gros avantage aujourd'hui, c'est que la plupart des unités sont liées à une production agricole, donc des effluents d'élevage. Et la gestion de ces effluents au sein de l'unité de méthanisation, ce sont autant d'effluents qui peuvent aussi produire du CH4, mais qui va directement dans l'atmosphère. Et donc, en les captant, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième point, c'est que lié là pour le coup à la production de culture, aujourd'hui, il y a un système de production de cultures dédiées à l'énergie qu'on appelle les CIV, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont des intercultures, donc entre deux cultures pérennes, qui ont des effets bénéfiques puisque en fait on va couvrir le sol, on va éviter donc les phénomènes d'érosion, on va éviter aussi l'écoulement de l'eau lors de fortes pluies qui font que on peut retrouver des matières dans les cours d'eau par exemple. Donc la culture du sol entre deux cultures pérennes, donc qu'on appelle une interculture, peut avoir des bénéfices à la fois pour le volet énergétique, il y a aussi ce qu'on appelle des CIPAN, des cultures intermédiaires pièges à nitrate. Donc la réflexion de ces intercultures liées à un projet de méthanisation a un bénéfice à la fois sur ce qu'on met dans le méthaniseur, mais aussi sur la production agricole. Alors les risques derrière, c'est quoi? Les risques, c'est qu'on influence finalement ce que l'on va faire pousser par rapport aux besoins de son unité de méthanisation. Donc c'est l'utilisation de cultures principales. Donc ce qu'on appelle une culture principale, c'est des cultures souvent alimentaires, donc du maïs, du sorgho, de la betterave ou autre, et qui sont directement en compétition avec l'alimentation, humaine ou animale. Et la production de fourrage, évidemment. Donc ça, c'est un des risques, c'est qu'il faut pouvoir maîtriser au niveau d'un assolement ce que l'on produit à la fois pour l'alimentation, de ce que l'on va produire pour son méthaniseur, et puis qu'il n'y ait pas une concurrence entre les deux. On parle sur ce schéma-là très souvent et naturellement du modèle allemand qui, lui, est un modèle de développement de la méthanisation qui était basé sur justement la production notamment de maïs, enfin la valorisation de maïs. Deuxième point, c'est que la surmobilisation des cultures intermédiaires a un risque aussi, puisqu'on peut arriver à une intensification du système, c'est-à-dire quasiment faire une culture principale, j'allais dire, et donc avoir une influence sur la ressource en eau, sur une fertilisation mal maîtrisée des sols, etc. Donc une culture intermédiaire mal maîtrisée peut avoir finalement des désavantages par rapport aux avantages que je présentais tout à l'heure. C'est pour ça que la question de l'approvisionnement est quand même au cœur des enjeux de la méthanisation depuis le début et que la réglementation a pas mal évolué là-dessus, puisque depuis 2017, les cultures principales, le maïs par exemple, sont limitées dans la ration à 15% du volume. Et tout ça lié aussi, tout ça permet de mettre en place aussi des enquêtes de l'ADREAL, etc., pour vérifier si c'est bien le cas. Et ce que l'on a constaté, c'est que sur les projets qui étaient déjà existants, en fait, finalement, en moyenne, le maïs représentait moins de 7% du volume introduit dans les méthaniseurs. Et en plus, ce n'étaient pas les plus grosses unités qui étaient finalement les plus intensives ou en concurrence avec l'alimentation. Alors, concernant justement cette question d'évolution des systèmes agricoles, en fait, la méthanisation, elle a plusieurs intérêts et globalement, elle peut aussi être un levier de transition vers ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire des modèles agricoles qui sont plus adaptés, plus pérennes, plus vertueux par rapport aux défis climatiques environnementaux. Puisque, je l'ai dit, ça permet notamment une diminution des recours aux engrais chimiques, puisque le digestat que l'on produit va pouvoir permettre de substituer une partie des engrais minéraux. C'est aussi un enjeu en termes de taille de cheptel, puisqu'on peut limiter justement la taille des cheptels et puis avoir un raisonnement comme ça de ces assolements. Et à contrario, le risque, finalement, c'est de pousser l'intensification de ces pratiques pour mettre de plus en plus de cultures ou de matières organiques à fort pouvoir méthanogène dans sa méthanisation et donc de pousser à l'intensification des pratiques. Typiquement, l'effluent d'élevage est plus facile à récupérer quand les animaux sont en bâtiment qu'en pâture, donc forcément l'incitation pourrait être de les laisser en bâtiment au lieu de les faire pâturer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de suivi ou d'études d'impact qui sont faites sur la méthanisation, puisque c'est un sujet qui est quand même au cœur des enjeux.
Et là, il y a un exemple de programme qui analysait l'impact de la méthanisation sur une petite cinquantaine d'exploitations, sur des exploitations plutôt pionnières, entre guillemets, puisque c'était dans les premières installées, entre 2014 et 2018. Et en moyenne, finalement, on a observé qu'on a bien une diminution des recours aux engrais chimiques qui est de l'ordre de 20%, un allongement des rotations et une moindre augmentation des cheptels que la tendance nationale. Donc, ce sont des premiers indicateurs, mais qui vont plutôt dans le sens des avantages, des bénéfices qu'on a présentés. Concernant le digesta, là, le bénéfice, je l'ai dit, c'était d'avoir un moindre recours aux engrais chimiques, notamment parce qu'il a une meilleure efficacité. Donc là, c'est de la biochimie, je serais incapable de vous détailler le pourquoi du comment, mais globalement, c'est dans les bénéfices. Lorsqu'on fait un retour au sol du digesta, il y a une meilleure assimilation au niveau du sol et des plantes, et donc il y a un usage qui est, entre guillemets, plus vertueux que lorsqu'on fait de l'épandage classique d'engrais chimiques. L'intérêt aussi, c'est d'avoir une meilleure répartition de la matière organique. Il y a une matière organique dans ce digesta sur le territoire, et donc d'avoir pour ça un retour bénéfique sur l'ensemble de son assolement. Les risques, c'est quoi? C'est lié surtout aux pratiques d'épandage, mais ça c'est valable aussi pour plein d'autres sujets liés à l'épandage. C'est que ça sera d'autant plus efficace si on réduit le risque de volatilisation de l'ammoniac. Et donc pour ça, l'idéal, c'est d'avoir recours à des équipements les plus performants par rapport à ça. Et surtout d'éviter dans des zones déjà en excédent, qui sont de toute façon des zones connues et gérées par des plans d'épandage, de limiter les flux supplémentaires d'azote ou de phosphore, par exemple. Donc là encore, il y a de nombreux programmes de recherche sur lesquels vous pouvez vous référer, qui concluent que globalement, on ne voit pas de différence entre les épandages de digesta par rapport à d'autres effluents, donc qui seraient des effluents directement issus de l'exploitation, donc des fumiers lisiers, sur la matière organique des sols. Donc ce sont les pratiques agricoles qui influencent plus que la matière que l'on va épandre. Et sur cette question d'épandage, c'est un sujet aussi qui relie la question des riverains, puisque c'est souvent un point qui est soulevé par le voisinage. C'est la gestion des odeurs, du trafic, donc des transferts des matières, et de la distance aux habitations. Donc là-dessus, sur la question des odeurs, il y a beaucoup de préconisations et on va dire de cahiers des charges qui sont là pour maîtriser ces risques-là. Sur l'utilisation, par exemple, de Pandillard, la photo que vous avez, qui permet de vraiment épandre au plus près des besoins du sol et des plantes le digesta. La question du stockage de ce digesta avec des poches souples, par exemple. Le transport de la matière fraîche, évidemment, en bâchant la remorque, ce type de préconisation. Et au niveau du bâtiment, d'avoir des installations qui permettent de désodoriser l'air qui est dans le bâtiment avant de le rejeter à l'extérieur. Donc toutes ces techniques-là sont aujourd'hui de toute façon préconisées, voire obligatoires. Et dans la question par contre du passage des convois, on imagine bien que en fonction du projet et surtout de sa taille, plus il y a de matière à introduire dans l'unité de méthanisation, plus il y aura forcément de trafic et de transfert de camions. C'est pour ça que c'est un compromis à trouver entre la localisation du projet, l'accessibilité, et sur cette accessibilité, le passage des camions à proximité de riverains, de villes, de bourgs, etc. Donc tout ça s'étudie évidemment en amont. Et sur la question pure de la distance aux habitations, aujourd'hui il y a des réglementations, donc c'est au moins 50 mètres minimum pour l'unité, et au moins 15 mètres considérant l'épandage du digesta sur les sols. Alors la méthanisation, si on finalise un peu les atouts et les points de vigilance, globalement des atouts sur la qualité de l'eau, des sols et de l'air, et des impacts sur les systèmes agricoles qui sont à équilibrer entre des avantages et des potentiels risques de conflit d'usage entre, par exemple, du foncier, entre de la culture alimentaire et de la culture énergétique. Donc l'évolution des conditions de soutien à la filière, elle a tenu compte de tous ces enjeux-là, puisqu'aujourd'hui, en fait, la filière est soutenue aussi par des aides à l'investissement. Il y a les tarifs d'achat du biogaz qui est produit, mais il y a aussi des aides à l'investissement qui permettent au projet de sortir. Et finalement, les cahiers des charges, ils sont de plus en plus exigeants, notamment sur la question de l'intensification des pratiques, donc le modèle agricole qui est derrière. Donc, par exemple, pas d'agrandissement du cheptel pour passer d'un élevage de 50 à 100, par exemple, du jour au lendemain. La question de la maîtrise des effluents d'élevage avec le rayon d'approvisionnement, la question de l'irrigation des cultures intermédiaires.
Évidemment, la partie concertation avec les élus, les riverains, la collectivité, les associations locales au minimum avant le lancement du projet. Et aussi le recours à des prestataires qualifiés pour la partie technique qui permet d'avoir des installations bien dimensionnées et performantes. Aujourd'hui, une centaine de projets en développement, une dizaine soutenus par an, et aussi la consolidation au niveau départemental d'un réseau d'acteurs qui permet aussi de ce développement serein de la filière. Alors, ce développement d'acteurs, il est recentré autour d'une marque, on va dire, ou d'un nom qui s'appelle COP-META 44, Coordination opérationnelle pour la méthanisation 44, dans lequel on retrouve les acteurs publics, donc le département, l'ADEME, la région, et les autres acteurs liés au développement de la méthanisation, que sont le syndicat d'énergie SSM, que sont aussi les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution, l'association Elle et la Chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique, par exemple. L'intérêt d'être tous ensemble, c'est justement de discuter au sein d'une charte de partenariat de tous ces enjeux-là pour s'entendre et se mettre d'accord sur un modèle de développement de la méthanisation qui répond aux enjeux à la fois climatiques, énergétiques, environnementaux, mais aussi sociétaux, en bonne correspondance avec le tissu local. Voilà, je vous remercie. On prendra une série de questions tout à l'heure. Donc pour poursuivre, avant de conclure ce webinaire, la méthanisation, comme vous allez le voir, ça a aussi un impact sur l'évolution des réseaux de gaz et ça ouvre quelques perspectives. Donc, quelques éléments de rappel sur le système gazier et du coup son évolution. Donc, déjà, le système gazier actuel, aujourd'hui, on importe 98% du gaz qui arrive dans nos réseaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, principalement de mer du Nord, de Russie, d'Algérie, pour ce qui concerne la consommation française. Ensuite, dans le système gazier, on a un opérateur qui est typiquement le terminal méthanier à Montoire, qui est un opérateur en tant que tel du réseau du système gazier, donc sur le stockage de ce gaz qui arrive sur le territoire. Ensuite, on a un opérateur de transport, donc c'est les autoroutes du gaz, pour faire le parallèle. Et ensuite, on a les départementales du gaz, qui sont le réseau de distribution. Et donc, comme pour l'électricité, pour ceux qui connaissent, les réseaux de distribution sont propriété des communes. Et par le biais de la compétence autorité organisatrice de la distribution de gaz. Et donc, elles confient l'exploitation et la gestion de leur réseau au gestionnaire de réseau, qui est le seul en Loire-Atlantique, mais il y en a d'autres ailleurs en France, qui est GRDF. Donc, pour ce qui concerne la Loire-Atlantique et le périmètre administratif du CIDELA, la majorité des communes, plus de 70 communes, ont confié la compétence au CIDELA, mais cette compétence est optionnelle. Et donc, en dernier lieu, dans le système gazier, il y a les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui sont en relation avec les clients finaux et qui vendent le gaz. Et donc, comme ça a été dit précédemment, et dans le précédent webinaire également, aujourd'hui, le système du gaz il est en train de se transformer avec du coup l'émergence de plus en plus de production locale de biométhane qui est injectée dans les réseaux, et à l'aval, un transfert des usages du gaz vers un peu moins de chaleur et plus de mobilité. Et du coup, entre les deux, ça a des impacts extrêmement importants sur les réseaux, et les réseaux doivent s'adapter, et du coup, ils ont déjà commencé à s'adapter. Donc, en illustration de ce qui se passe sur notre territoire, on va zoomer un petit peu sur un périmètre qui recouvre une part de la communauté d'Erdre-et-Gèvres. Là, donc on regarde Nord-sur-Erdre, Grand Champ des Fontaines, Sucé-sur-Erdre, et puis l'ensemble de la communauté de communes du pays d'Ancenis, donc sur lequel il y a un certain nombre de projets de méthanisation en cours soit en construction, soit en projet. Et du coup, on va voir quel impact ça a sur les réseaux de gaz. Donc, pour comprendre un petit peu ça, en fait, si on met en face les consommations de gaz juste sur le périmètre du pays d'Ancenis, donc la COMPA, c'est la communauté de communes du pays d'Ancenis, donc le raccourci, voilà. Donc, sur le périmètre de la COMPA, si on fait le ratio entre la consommation et la production à venir avec ces unités de méthanisation, en fait, on se rend compte que la méthanisation, comme l'a présenté Cédric précédemment, ça produit toute l'année, donc c'est le petit histogramme en vert foncé, alors que la consommation, elle varie d'un rapport de 1 à 7, en gros, entre l'été et l'hiver, parce que le gaz, on l'a dit au tout début, ça sert principalement à produire de la chaleur. Donc en fait, si on fait le global entre ce qui va être produit et ce qui est consommé aujourd'hui, on arrive à
un ratio, un taux de couverture de 15%, mais on voit par contre que ce taux de couverture, finalement, il est très variable entre l'été et l'hiver. Et ce qu'on voit en particulier, c'est qu'en été, finalement, si on veut continuer à permettre aux unités de gaz, de production de gaz, d'injecter dans les réseaux, et ben, pour pas que les réseaux soient en tension, il va falloir renforcer les réseaux. Donc, pour faire face au risque de saturation, et du coup, deux options. Soit on brûle le gaz à la sortie de la méthanisation, mais du coup, on a perdu un petit peu en intérêt, puis d'un point de vue économique, c'est moins intéressant. Soit on permet au réseau d'absorber cette production pour diriger cette production locale vers d'autres centres de consommation, puisque là, à l'évidence, sur le périmètre restreint du territoire, ce n'est pas suffisant. Donc la solution qui a été technique qui a été proposée par le gestionnaire de réseau. Donc, je m'excuse pour la qualité de l'image, mais je n'avais pas mieux à mettre à votre disposition. Donc, on revoit le même périmètre administratif du territoire. Donc, en orange, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en orange sur la droite, là, du coup, c'est à la fois Ancenis, Saint-Géréon et Mésanger, où il y a déjà une distribution de gaz. Donc, le fait que ça soit en orange, ça veut dire qu'il y a une consommation de gaz de 100 à 200 dans mon cube. Bon, passons sur les détails. Donc ensuite, il y a les consommations de gaz. Là, c'est la commune de Ligné. Là, c'est Saint-Mars-du-Désert. Là, c'est les Touches. Et donc, on voit, suivant le degré de couleur, que ça consomme plus ou moins de gaz. Mais avec l'injection de tous les projets de méthanisation, donc il va falloir déjà du réseau de gaz pour qu'ils puissent injecter leur gaz. Et puisque la consommation n'est pas suffisante en été dans cette zone-là, il va falloir renforcer le réseau pour emmener cette production locale vers un centre de consommation. Donc, la spécificité de notre territoire, c'est qu'en son centre, on a la métropole, qui est du coup une source de consommation importante et qui permet de servir d'exutoire aux productions locales. Donc, c'est pour ça qu'il va se construire, j'ai perdu ma souris, pardon, des réseaux de gaz qui vont venir mailler ou renforcer les zones de consommation déjà existantes entre elles, pour les raccorder à la métropole, qui permettra en été en particulier de servir d'exutoire aux productions des méthaniseurs sur les zones agricoles. Il y a 3 liaisons qui sont en projet, une qui passe Nord-sur-Herbe, Casson, Sucé-sur-Herbe, une qui va relier Mésanger, Ligné, Saint-Mars-du-Désert vers Carquefou, et une entre Ancenis et Varennes. Ces liaisons, elles vont être construites pour répondre aux projets de méthanisation qui sont là aujourd'hui, mais aussi au potentiel de méthanisation qui reste sur le territoire dans les études qui sont réalisées par le gestionnaire et sur lequel on discute le CIDELA et le gestionnaire de réseau. On tient compte du potentiel à venir aussi pour réaliser ces travaux. Et donc, il va y avoir environ 44 km de canalisation pour 4,4 millions d'investissements réalisés. Donc, là, je vous ai fait un slide assez complet avec beaucoup d'écriture, mais ça sera, vous pourrez y revenir. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui est écrit. Ce qui est important de comprendre, le premier point, c'est que il y a une évolution législative très récente qui date d'octobre 2018 qui a créé ce qu'on appelle le droit à l'injection et qui permet du coup le développement de ces réseaux comme je viens de vous le montrer. Ça ne va pas avoir lieu dans tous les territoires comme ça parce que vous l'aurez compris que ça dépend de comment le réseau est maillé et des projets qui sont arrivés. C'est une législation récente et ce qu'il faut retenir par contre en tant qu'élu, c'est que l'ensemble des investissements qui sont du coup réalisés par GRDF, le gestionnaire de réseau, ils sont quand même supportés par tous les usagers du gaz, tous les consommateurs du gaz. Et pour ce qui concerne la part raccordement, comme pour l'électricité, en partie par les producteurs, parce qu'il y a une part portée par le tarif, et la part réfactée, et une part portée par le producteur. Mais bon, tous ces développements, ça a quand même un impact sur le tarif. Et du coup, il est indispensable que les collectivités qui sont propriétaires des réseaux soient extrêmement vigilantes au développement de ces réseaux de gaz. C'est à la fois bien pour l'aménagement du territoire et le développement du territoire, et en même temps, il faut être vigilant sur l'équilibre économique que ça induit sur les concessions avec le gestionnaire. Donc, pour conclure sur la méthanisation et le développement des réseaux de gaz, avant de faire la conclusion générale, aujourd'hui, les actions que réalise le CIDELA et la SEM CIDELA Énergie 44 sur le développement du gaz renouvelable s'appuient sur 4 axes. En fait, aujourd'hui, on vient en support au développement de la production locale de gaz par la méthanisation. Donc, le CIDELA et la SEM participent aux instances départementales qui facilitent l'émergence des projets. Donc, Cédric en a parlé, la COP Méta 44. Il y a une autre instance un peu plus technique entre les collectivités propriétaires des réseaux
et les gestionnaires de réseau, donc Nantes Métropole et Sidela et GRT Gaz et GRDF. On a appelé le club CH444, mais peu importe le nom finalement, où là on vient plutôt regarder le développement du réseau, ce que ça veut dire d'un point de vue très concret et les conséquences. Et puis du coup, dans ce cadre-là, on fait aussi des actions de sensibilisation, typiquement le webinaire qui nous occupe aujourd'hui. Et puis, il y a une autre action qui est portée là plus directement par la SEM, car dans le cadre de projets de méthanisation collectifs portés par des collectifs agricoles, si il y a un souhait de ce collectif agricole de faire rentrer un co-investisseur, la SEM peut prendre une part de participation minoritaire dans ces projets. La deuxième action, c'est là très lié à pour le CIDEA à son rôle d'autorité organisatrice sur le gaz, confié par transfert de compétences par les communes. Donc, 71 communes sur les 90 du territoire du CIDEA qui ont du gaz. Et donc, à cet endroit-là, du coup, le CIDEA réalise l'animation de l'instance dont je vous parlais précédemment. Il y a beaucoup d'évolutions réglementaires et beaucoup d'évolutions réglementaires et législatives en ce moment sur le sujet. Du coup, il y a un travail substantiel à faire là-dessus parce que ça a des conséquences sur les modèles économiques du développement du gaz. Et puis, il y a un enjeu aussi parce qu'il y a des travaux qui arrivent sur le territoire à s'assurer avec GRDF de la bonne coordination des travaux qui vont être réalisés sur le territoire et pour aller expliquer et discuter de ces sujets-là avec les élus locaux. Donc, le troisième axe porté par la SEM et le CIDEA, qui n'est pas directement là lié au développement des réseaux de gaz, mais donc on fait les groupements d'achat d'énergie pour les collectivités avec un lot vert. Vous pouvez acheter du gaz vert dans vos achats d'énergie d'ores et déjà. Puis il y a des actions de maîtrise de la demande en énergie qu'on fait dans l'accompagnement des communes avec les conseillers en énergie partagée et dans le cadre du projet acté qui a été discuté dans d'autres webinaires là, pour identifier les patrimoines des collectivités qui sont à rénover en priorité. Donc le CIDELA travaille également à une prospection sur l'émergence des stations GNV, donc, qui a été présentée dans le webinaire précédent sur la mobilité durable, avec une action d'animation vers l'ensemble des transporteurs, parce qu'il n'y a pas de station de GNV qui arrive sans possible client identifié. Et donc la SEM, par contre, après, elle agit directement en termes de réalisation, d'exploitation des stations GNV, avec 4 projets qui sont à des stades de maturité différents. Le premier qui sortira à l'été à Montoire de Bretagne. Le deuxième à Ancenis, plus l'année prochaine. Et donc là, le dernier volet, l'axe d'action du CIDELA sur ces sujets-là, de manière ponctuelle, des subventions à 2 projets expérimentaux, un premier projet expérimental de transformation de l'électricité en hydrogène qui a eu lieu à la Chantrerie en 2017 et qui tourne encore aujourd'hui, qui est le premier projet français sur le sujet. Et puis à des événements comme un événement qui arrive très prochainement sur notre territoire, organisé sur le circuit de Suède-Bretagne, porté par l'association de la Joliverie qui est rattachée à la Polytech Nantes, pour finalement, c'est un challenge européen d'étudiants pour faire le plus de kilomètres possible avec 1 kg de GNV ou 1 kg d'hydrogène sur des véhicules expérimentaux construits par des étudiants. Et donc, un deuxième soutien aux innovations, c'est aujourd'hui, sur le gaz, on en reparlera un petit peu plus tard dans un autre webinaire, sans doute. Il y a le développement d'une filière hydrogène qui est en cours. Et donc, il y a la question de savoir si cet hydrogène, on le met tout de suite dans des voitures ou si demain, on peut l'injecter dans les réseaux. Et qu'est-ce que ça veut dire comme transformation sur les réseaux et sur les modèles économiques. Donc, en fait, on travaille un peu de fond sur le soutien aux innovations à ce niveau. Donc là, j'en ai terminé pour ma partie. Je vais passer la parole à Agnès pour la synthèse générale de ce webinaire. Oui, alors très rapidement, juste effectivement rappeler les principaux points qu'on a vus qui vous ont été présentés par Cédric Garnier et Gauthier Moreau. Donc vous l'avez vu, un contexte qui est très favorable au développement de la chaleur renouvelable. Hein. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour plus de conseils et surtout pensez chaleur renouvelable quand vous déployez vos projets. Donc, c'était ça, des éléments un peu de clés. Vous êtes en début de mandat, vous les élus, donc vous êtes souvent dans une période de lancement de projets. Donc,
ayez le réflexe chaleur renouvelable. Et puis, vous avez bien vu aussi que tous les ingrédients étaient réunis. Effectivement, à la fois le côté expertise et puis évidemment les aides financières et ça peut ne pas durer. Donc, profitez-en. Sur le deuxième volet, donc sur la méthanisation, beaucoup d'éléments techniques, des gros projets qui verront peut-être certainement pas le jour, mais qui font polémique. J'ai effectivement constaté que dans le fil de discussion, vous aviez un peu plus de questions et d'échanges. On a tâché de répondre à vos questions d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas aussi à visiter des opérations, donc avec COP-META 44 et l'association Elle comme relais. Et puis, en dernier lieu, vous l'avez vu avec rapidement les évolutions des réseaux gaz, c'est dans les perspectives des circuits courts et les complémentarités entre énergies à renforcer. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Christelle Lumsky, directrice générale du CIDELA, pour un mot de conclusion. Christelle, on t'entend pas. Si jamais tu parles. Bonjour à tous, pardon, merci. Merci Agnès. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur le fil, on va conclure ce cycle de webinaire. Donc, c'était le premier cycle du genre de réunion pédagogique. Hein. Le terme webinaire étant juste pour indiquer que c'est en ligne, on s'adapte comme tout le monde à la conjoncture. Et donc, voilà, on se tenait en ce début de mandat à vous donner un peu un panel de tous les sujets que le CIDELA traite et tous les sujets sur lesquels on peut vous aider en commune. Donc, certains sont connus, d'autres moins non, un petit peu moins parce qu'ils sont plus récents. Donc, d'après les questionnaires qu'on vous enverra et que je vous invite à nous renvoyer parce que ça nous aide à progresser, et c'était plutôt apprécié par l'ensemble des participants. Donc, on va faire un petit bilan d'ailleurs qu'on vous transmettra. Vous recevrez, vous pouvez d'ailleurs consulter l'ensemble des webinaires par un envoi mail qu'on vous fait à l'issue de chaque réunion. Donc, merci à vous en tant que spectateurs et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a scrupuleusement mis à chaque fois les interlocuteurs et leur façon de les interpeller pour que vous puissiez rentrer en lien avec nous sur les différents sujets ciblés et sur vos projets à vous. Et puis, merci aussi à tous les intervenants. Donc, on a été une bonne vingtaine d'experts à intervenir sur l'ensemble de ces 8 webinaires. On en fera d'autres. Donc, un webinaire n'est qu'une réunion thématique. Hein. On en a déjà fait en vrai à la belle époque. On en fera d'autres, que ce soit en ligne ou en vrai également. Donc, merci à tous et puis à bientôt pour une prochaine. Bonne journée à tous. Merci Christelle. Bonne journée.